Bien, on abordera le Togo tout à l'heure, mais on était dans un débat intéressant sur le Gabon avec donc cette situation de modification de la Constitution par la Cour constitutionnelle pour pallier l'absence du président gabonais Yves Gallé. Alors, la question, c'est de savoir la vacance, qu'est-ce qu'on met dans la vacance? La vacance, pour moi, c'est un état dans lequel une autorité légitime et se trouve dans les capacités d'exercer ses charges par rapport à la loi. Et dans ce cas, Ali Bongo se trouve dans l'incapacité d'exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution. Et donc, il y a vacance du pouvoir. Pas forcément que Ali Bongo soit décédé ou soit empêché définitivement d'exercer ses prérogatives, mais à la lueur de l'article 13 de la Constitution du Gabon, la vacance, cet article stipule clairement que la vacance en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'empêchement définitif de son titulaire, et les fonctions exercées par le président de la République sont dévolues au président du Sénat ou à défaut du vice-président du Sénat. Donc pour moi, cet article tranche tout, c'est clair, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'introduire un nouvel alinéa pour déclarer l'indisponibilité du président de la République. Donc, vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit. Mais ici, on est dans un état où le président de la République est alité, il est malade, il n'a plus les capacités physiques pour exercer ce pouvoir. Donc, directement, le pouvoir et ses prérogatives doivent être dévolus au président à la présidente du Sénat. Mais c'est pourquoi on doit se poser des questions. Pourquoi la Cour constitutionnelle a tenu coûte que coûte à modifier la Constitution, alors que ce pouvoir ne lui est pas dévolu. La Constitution, c'est à l'Assemblée nationale qu'elle se modifie, ou à défaut par un référendum. Ça crée un précédent dangereux, et je crois qu'avec le climat politique déjà lourd au Gabon, il y a les précédents de l'élection présidentielle, de la dernière élection présidentielle qu'on n'a pas encore liquidé ce bras de fer là. Et puis il y a les législatives, les dernières législatives, la première partie qui a été remportée par le parti au pouvoir, et la deuxième partie, je crois que c'est en octobre dernier, et le parti au pouvoir est toujours en tête. Donc l'atmosphère politique même est déjà lourde, et avec cette situation, je crois que la Cour constitutionnelle, par cette décision, vient de mettre encore de l'huile sur le feu. Alors, Germain, ce qu'il y a ici au Gabon, c'est que la Cour constitutionnelle s'est arrogé un droit qu'elle n'a pas normalement. Parce que dans tous les pays, on sait que la Cour est juge de la constitutionnalité des lois. C'est ce qui lui est dévolu comme charge. Oui, elle régule. Est-ce qu'elle produit des lois? Elle régule aussi le fonctionnement des institutions. Oui. Elle garantit. Donc, mais là, je crois que oui, j'arrive. Je crois que habituellement, les révisions constitutionnelles, c'est comme Yves l'a dit, c'est soit à l'Assemblée, soit devant le peuple. Je ne crois pas que la Cour constitutionnelle peut avoir le droit de modifier une constitution. Ça, on est d'accord sur cet état de choses. Maintenant, la Cour estime au Gabon que la situation dans laquelle l'exécutif se trouve n'est pas prévue par la Constitution. Alors, il va définir la vacance à sa manière. C'est pas, il dit selon lui. Heureusement qu'il dit selon lui, ce n'est pas selon la loi. Les juges constitutionnels au Gabon disent la vacance, c'est quand le président est mort, quand le président démissionne, quand le président est emprisonné. C'est comme ça les juges au Gabon définissent la vacance. Donc, ils estiment que le président Ali Bongo n'est pas mort, il n'a pas démissionné. La Constitution n'a pas défini la vacance ainsi. Je dis, c'est ce que les juges constitutionnels du Gabon définissent la vacance. Toi, tu as défini la vacance selon toi. Tu l'as dit selon moi. Et moi, je te dis selon les juges constitutionnels du Gabon. Je te rapporte ce que les juges constitutionnels disent au Gabon. Ils disent que l'indisponibilité du président n'est pas prévue. Maintenant, il ne leur appartenait pas à eux de changer la Constitution. Même s'ils le constatent, ils peuvent dire aux députés,
Bon, proposer une révision, parce que le président n'est pas là, ça fait 3 semaines, rien ne marche dans le pays. Il faut qu'on modifie la Constitution pour que certains puissent exercer son rôle en attendant qu'il revienne. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas suivi cette procédure-là. Et là, c'est un peu regrettable et c'est assez grave pour la démocratie. Maintenant, elle estime qu'elle a agi dans l'urgence parce qu'elle est garante du fonctionnement des institutions. Et ce qui est intéressant au Gabon aussi, c'est que quand le Premier ministre a déjà organisé un conseil des ministres, mais avant de l'organiser, c'est le président qui lui donne l'autorisation. Le président n'est pas là. Donc, il est obligé de s'adresser à la Cour constitutionnelle qui lui donne l'autorisation. Et ça, la loi l'a prévu. Je pense qu'ils auraient dû rester dans ce schéma au lieu que la Cour elle-même révise la Constitution, soit demander aux députés dans l'urgence de modifier la Constitution, soit rester dans ce schéma. Chaque fois que le gouvernement veut se réunir, on demande à la Cour constitutionnelle qui autorise. Mais là, la Cour constitutionnelle a outrepassé un peu ses prérogatives, mais dit qu'elle a agi dans l'urgence. Et moi, je vous parle des faits. Maintenant, que les gens disent que c'est une situation pour conserver le pouvoir, alors que tous les leviers de pouvoir sont dans un seul camp déjà. Donc, il n'y a pas de risque que le pouvoir gabonais échappe dans tous les cas. Mais je crois que la Cour constitutionnelle a dépassé un peu son rôle par rapport à la révision. Maintenant, la Constitution présente une lacune. Parce que quand on dit vacances, si le président est malade, comme dans le cas du Nigeria, où tout le temps il est en Angleterre, est-ce qu'il y a vacances du pouvoir chaque fois qu'il fait 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois à Londres? Non, il n'y a pas vacances. Parce que là-bas, le vice-président est là et assume. Oui, mais au Gabon aussi, il y a le vice-président. Oui, mais c'est pas prévu. Non, même au Nigeria, il y a le même débat. Parce que les gens estiment. Là-bas, c'est dit, puisque c'est un couple qui est élu. Donc, c'est clair, stipulé dans la loi quand le président n'est pas là, le vice-président. Même aux États-Unis, on dit le couple. Mais en réalité, on voit que le président. Au Gabon, il y a un vice-président que les gens ne voient pas. Oui, c'est pour pallier à ça que les gens... Oui, mais non. Je sais pas. Son nom m'échappe, qui est mort à Dallas. Il a été tué. Non, je crois que... Dans les heures qui ont suivi, le vice-président a été serment pour assurer... Non, je crois qu'il faut faire attention. La dernière constitution, par exemple, en Côte d'Ivoire, a imposé un poste de vice-président. Et quand le président n'est pas là, c'est le vice-président qui prend en Côte d'Ivoire. Or, au Gabon, quand le président n'est pas là, c'est le président du Sénat. On se demande même pourquoi il y a un vice-président. Et au Togo, par exemple, quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a pas de Sénat. Donc, chaque pays a prévu ça. Maintenant, il y a les vice-présidents qui n'ont pas forcément le pouvoir du président quand il n'est pas là. C'est le cas au Gabon, par exemple, où on fait passer forcément par la Cour constitutionnelle chaque fois pour qu'elle donne son accord avant que le vice-président ou le Premier ministre réunisse les ministres. On va évoluer, on va parler du Togo. Oui, mais avec votre permission, c'est-à-dire au-delà des masturbations juridiques, je suis d'accord que M. Germain Pourri parle des faits, il faut parler des faits. Et les faits sont parlants, sont connus de tous les Africains, qu'au Togo, quand le président est mort, c'est son fils qui a pris. Quand le président gabonais est mort, c'est son fils qui a pris. C'est-à-dire... Oui, tout ça là, c'est pourquoi je vous ai dit, au-delà des masturbations... dit au fils de quelqu'un d'être candidat. Oui, c'est ça. Justement, c'est là où je voulais, c'est là. Maintenant que le fils, puisque tout le monde est mortel, c'est pas parce qu'Ali Bongo, il est président de la République, qu'il est immortel. Donc tout le monde est mortel. Et donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas mortel. Et donc, il va mourir, il peut mourir. Je ne sais pas maintenant. Maintenant que la situation va arriver. Mais il faut chercher au sein du pouvoir. Est-ce qu'il y a déjà vacances? Non, j'ai dit, oui, mais c'est... Donc, nous ne sommes pas dans cette conception juridique qu'on savoir. C'est une conservation du pouvoir, tout simplement. On va venir vers le Togo. Le Togo, le recensement électoral, la phase de rattrapage décidée à Conakry, a démarré donc... Ce 16 novembre, phase de rattrapage qui, il faut le dire, est boycottée par la coalition des 14 Yves Gallet. Puisque ceux pour qui ont fait le rattrapage boycottent, est-ce que ça avait un sens de maintenir le rattrapage? Oui, maintenir le rattrapage, c'est une décision qui prouve que le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de respect scrupuleux des recommandations de la CEDEAO. Et depuis la feuille de route adoptée le 31 juillet par la CEDEAO à Lomé, toutes les prescriptions
de cette feuille de route, du moins et les axes les plus importants de cette feuille de route ont été mis en œuvre et sans faiblir par le gouvernement. Et c'est du côté de l'opposition que le bas blesse. Il y a toujours de la résistance, il y a de mauvaises interprétations des recommandations de cette feuille de route, et c'est ce qui alimente le débat et le bras de fer jusqu'aujourd'hui. Au retour de Conakry, c'était clair que le recensement devait être repris pour 3 jours, et donc le gouvernement, qui était déjà à bout de souffle avec tous les moyens colossaux investis pour la première partie du rattrapage et la première partie du recensement, et a décidé de mettre encore les moyens supplémentaires pour que les 3 jours de rattrapage tels que recommandés par les facilitateurs soient une réalité. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, les populations qui n'ont pas eu la chance de se faire recenser. C'est vrai que quand on avait fini la première partie du recensement, il y avait beaucoup de Togolais qui étaient restés sur le quai. Les gens, le dernier jour, ont fait massivement le déplacement. Il y avait une affluence dans les centres. Les gens n'ont pas pu se faire recenser. Et cela est resté au travers de la gorge du bon nombre de citoyens qui avaient la volonté de se faire recenser pour exercer leur acte civique le jour du vote. Donc, c'est normal. Et c'est venu à point nommé ce rattrapage pour que les citoyens qui se sentent vraiment patriotes puissent aller exercer leurs droits. Germain Soussou, votre parti, je le rappelle toujours, est membre de la coalition des 14 et le mot d'ordre de boycott est maintenu. Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire de continuer cette opération de rattrapage puisque c'était essentiellement pour vous? Ah bon? C'était essentiellement pour qui? La coalition 14? Bien sûr. Non, la coalition 14 a été, on n'est plus clair. Ce processus dans lequel nous sommes n'est pas un processus inclusif. Comme mon ami dit tout à l'heure que la feuille de route a été mise en œuvre par le gouvernement, je le concède. Mais nous avions cru que le dialogue, je voudrais vous rappeler, avec votre permission, vous avez fait allusion à mon parti, nous n'avons jamais cru à ce dialogue. Là, on vous a dit sur toutes les antennes que si ça ne tenait qu'à nous seuls, le peuple togolais aurait arraché sa liberté, un point à partir du moment où il s'est levé. Mais c'était une parenthèse. Et nous avons toujours dit que comme les autres de la coalition souhaitent que nous allons au dialogue, nous accompagnons, mais connaissant ce régime, nous avions dit que ce dialogue n'allait jamais marcher. Alors, ceci étant, nous y sommes allés dans ce dialogue que nous redoutons tant. On dit, bon, voilà, ce dialogue dit, mais faites maintenant les choses de façon inclusive. Alors, inclusive, pardon, avec l'œil, donc, de cette communauté, la CEDEAO. Parce que nous, encore une fois, nous estimons que le Togo, les problèmes du Togo, c'est aux Togolais de les résoudre. Ce n'est ni la CEDEAO, encore moins le G5 ou je ne sais pas quoi. Et ça, je vous le dis à titre personnel, parce qu'aujourd'hui, c'est aux Togolais. Si les Togolais, si la coalition était assise une seule fois avec le pouvoir, qu'ils ont discuté, parce que ça ne s'est jamais passé, s'ils avaient discuté à deux, peut-être qu'ils auraient trouvé des solutions. Et peut-être que ça n'aurait même pas pris ce que vous appelez les G5, tout ça là. Et je sais de quoi je dis. Parce qu'un jour, il faut en arriver là. Et vous verrez que ces hommes-là ne seront pas contents. Et donc, nous estimons que ce qui est en train de se faire là ne nous engage pas parce que ce n'est pas exclusif. Et rien de cette feuille de route n'a été mis de façon consensuelle en œuvre avec la coalition des 14. Nous savons qu'aujourd'hui, les protagonistes de la crise, c'est la coalition 14 et le gouvernement. Tout ce qui se fait... Mais le gouvernement aime à rappeler qu'il n'y a pas que ces deux protagonistes qui vont aux élections. Que cela ne tienne. Tout ce qui se fait... Il n'y a pas que ces deux qui vont aux élections. Tout ce qui se fait est fait sur la base de la force pour dire, bon, nous avons la force, c'est nous qui sommes au pouvoir, vous, en face, vous n'êtes rien, vous n'êtes que, je ne sais pas, dans une moindre d'un moins que rien, vous n'êtes même pas des Togolais, tout ce que vous dites, c'est bon à apprendre. Non, vous êtes bon à apprendre. Et à partir de cet instant-là, des gens qui ne sont pas considérés, oui, qui ne sont pas considérés, mais nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque année,
on nous conduise comme des moutons pour des élections dont nous savons d'avance. Donc il fallait faire les choses de façon consensuelle. Et ce que vous appelez les 3 jours ben, nous n'allons plus revenir sur les choses. Quand vous parlez de Conakry, quand nous sommes allés en Guinée-Conakry, ce n'est pas ça. Vous savez, Guinée-Conakry, on a reçu la coalition. Après, on a reçu le pouvoir. Normalement, après, c'est comme ça que c'est fait. Après avoir reçu les entités, il y a une 3e rencontre, on fait la synthèse. Mais les responsables nous ont dit, bon, vous rentrez, nous allons vous revenir. On arrive, le pouvoir se met à faire tout ce que vous avez remarqué. Mais nous ne nous sentons pas concernés. Et les 3 jours de prolongation que vous avez, la coalition a appelé à écouter. Nous nous en tenons donc au fait. Germain Pouli, vous comprenez qu'on maintienne ce mot d'ordre de boycott malgré Conakry? Bon, je crois que nous sommes dans un pays de liberté. Dans la liberté d'association. Les gens se sont associés, ont formé des partis politiques pour aller à la conquête du pouvoir. Et il faut passer par les élections. Et si les élections arrivent, ces organisations-là, qui sont les partis politiques, disent qu'elles ne veulent pas aller aux élections, bon, elles sont libres. Non, personne n'a jamais dit qu'ils ne voudraient pas. Il faut pas. Oui, mais ceux qui ne veulent même pas aller aux élections, c'est le pouvoir. S'il vous plaît. C'est le pouvoir qui ne veut pas aller aux élections. Parce que pour aller aux élections, il faut aller. Non, il ne faut pas interpréter mal les questions. Voilà. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas à notre place pour dire nous ne voulons pas aller aux élections. Si vous dites à vos militants de ne pas aller se faire recenser, c'est qu'ils ne vont pas voter, puisqu'ils n'ont pas les cartes d'électeurs pour voter. C'est une conclusion logique. Vous n'avez pas besoin de dire nous n'irons pas aux élections. Quand vous dites nous ne prenons pas part au recensement, nous appelons nos militants à ne pas prendre part au recensement, sachant bien que c'est à l'issue du recensement qu'il y a un fichier électoral et que quand vous n'êtes pas sur le fichier, vous ne votez pas. C'est que vos militants... Et que vous ne pouvez pas être candidat. Voilà, donc vous ne prenez pas part, vous n'avez pas besoin de le dire. Oui, mais c'est assez clair. C'est là où vous n'êtes pas conséquent. Je dis... C'est là où c'est pour cela que je vous ai décrit tout à l'heure que nous sommes tous des Togolais et les autres ne sont pas écoutés. Ce que les autres souhaitent pour que ça soit bien, les autres, parce que là on estime que les autres n'ont pas la force et que vous avez la force, vous pouvez les opposer aux gens. Je vous ai écouté. Alors quand... On va revenir dessus, parce qu'on est déjà arrivé à la première pause.